La plupart des familles gardent par-devers elles des secrets honteux. Des secrets enfouis au plus profond de la conscience et qui se transmettent parfois de génération en génération. Ils sont indélébiles et peuvent se manifester à la manière de bombes à retardement. Il suffit alors d'une étincelle pour que la charge explose et pulvérise les liens qui soudaient apparemment les membres de la famille. L'histoire que je vais vous raconter maintenant en est la pathétique illustration. La musique fait partie intégrante de la vie de Ken Fitzhugh et de sa femme, Christine. Ils se sont rencontrés quand ils étaient jeunes. Ils partageaient l'amour de la musique, c'était le moteur de leur relation, et ils se sont mariés quelques années plus tard. Ken et Christine vivent à Palo Alto, en Californie. Ils ont 2 enfants. Christine est professeure de musique à l'école publique locale. Ken est agent immobilier. Ils mènent une vie agréable jusqu'au jour où Ken reçoit un appel de l'école où travaille Christine. Christine ne s'était pas présentée à son cours de 13 heures. C'était vraiment inhabituel de sa part. Elle était très ponctuelle. Elle était même perfectionniste. Ken n'a aucune idée de l'endroit où se trouve sa femme. Accompagné de 2 collègues de travail, il se rend donc jusqu'à son domicile. Lorsqu'ils arrivent sur place, ils voient que la voiture de Christine est garée dans l'allée. Dans la maison, ils découvrent Christine qui gît dans une mare de sang. Appelle les secours. L'une des collègues de Ken appelle les urgences. Venez vite. Que se passe-t-il? Une femme est tombée dans les escaliers et s'est cognée la tête. Est-ce qu'elle respire? Je ne crois pas. Quand les secours arrivent, il est hélas trop tard. Elle est morte le temps qu'ils arrivent. À première vue, on dirait que Christine a trébuché en descendant l'escalier, les bras chargés de linge. Il y avait environ 15 marches dans l'escalier. Elle se trouvait en bas, les pieds près de l'escalier. Apparemment, sa tête a heurté la cloche d'un bateau qu'il gardait en bas, près de l'escalier. Ken a dit qu'elle portait des chaussures noires pas très pratiques, avec lesquelles elle avait déjà trébuché. Mais pour les enquêteurs, la position des chaussures n'est pas normale. Vers le milieu de l'escalier, il y avait la chaussure droite. Elle se trouvait à gauche des marches quand on descend. Mais elle était dans le mauvais sens. Elle n'aurait pas dû se retrouver comme ça. J'ai trouvé ça bizarre. Le médecin légiste trouve des preuves incompatibles avec une chute dans l'escalier. Elle avait 7 lacérations à l'arrière du crâne et toutes ses blessures avaient des angles différents. Cela signifiait que sa tête avait cogné quelque chose, qu'elle avait reçu plusieurs coups à la tête. Elle n'avait pas pu se faire ses blessures en tombant dans l'escalier. De plus, la victime ne présente pas seulement des blessures à la tête. Elle avait aussi été étranglée à main nue. Et il s'agissait d'un meurtre. Cette femme avait été agressée. En entendant les conclusions du médecin légiste sur ce qu'avait subi Christine Fitzhugh, on avait l'impression qu'elle avait été assassinée par un monstre. L'annonce du décès de Christine Fitzhugh se répand rapidement dans la communauté de Palo Alto. C'était vraiment une personne qui éveillait quelque chose chez chaque enfant qu'elle rencontrait. Elle avait un don spécial pour enseigner, et dans son cas, elle arrivait à toucher les enfants grâce à la musique. Au début, la mort de Christine semble accidentelle. Mais quand le médecin légiste présente des preuves cohérentes avec un meurtre, la police scientifique investit la scène de crime. J'ai dit, je veux que les techniciens de scène de crime investissent cette maison et se mettent au travail tout de suite. Qu'ils inspectent le moindre recoin. Je veux qu'ils relèvent la moindre petite preuve de ce qui s'est produit là-bas. Pendant des jours, les experts de la police scientifique ont fait des allées et venues dans la maison. On n'arrêtait pas de leur demander « ça va durer encore combien de temps ?» Les enquêteurs estiment que Christine a été tuée entre 12h20 et 13h40.
On a retrouvé un reçu. C'est pour ça qu'on savait qu'à 12h20, elle était encore en vie parce qu'elle s'est acheté une boisson dans un café. Son mari et ses collègues ont découvert son corps à 13h40 et ont immédiatement appelé les urgences. Appelle les secours. Elle avait forcément dû être tuée peu de temps avant la tentative de réanimation. Parce que si cela s'était produit plusieurs heures avant, le sang aurait coagulé. Plus aucun doute n'est dès lors possible. Et les conclusions du médecin légiste sont formelles. Christine Fitzhugh n'a pas chuté accidentellement dans l'escalier de sa maison. Elle a été assassinée. L'arrière de son crâne a été lacéré à 7 reprises et elle a probablement été étranglée. Les enquêteurs ont déterminé que l'heure de sa mort se situait entre 12h20 et 13h40. Mais qui a pu agresser avec une telle violence cette femme, professeure de musique, appréciée de ses élèves et de son entourage? Les policiers découvrent que quelques mois avant le meurtre, 6 cambriolages avaient été signalés dans le voisinage. Christine a-t-elle surpris un voleur chez elle pendant l'heure du déjeuner? Ce dernier l'a-t-il frappé à mort pour ne pas risquer d'être identifié? Beaucoup de gens pensaient qu'il pouvait s'agir d'un cambriolage qui avait mal tourné. Christine avait peut-être surpris un intrus et on connaissait la suite. Tous les cambriolages se sont produits dans la journée. Et comme au domicile des Fitzhugh, il n'y avait aucune trace d'effraction dans les maisons. Ces affaires n'ont toujours pas été élucidées. La situation était tendue pour la police. Elle devait rassurer le public et lui dire qu'il n'y avait pas de tueur fou en liberté. Là-bas, ils ont un système d'alarme. Les gens de la maison derrière, moi aussi. L'atmosphère était déjà tendue, mais maintenant, ils sont à cran. Mais rien n'a été dérobé chez les Fitzhugh. Un autre élément dérange les enquêteurs. Ils n'ont retrouvé aucune éclaboussure de sang dans l'escalier ou sur les murs adjacents. Quand quelqu'un est frappé et qu'il saigne, son sang est dispersé par les autres coups qu'il reçoit après. Les surfaces qui se trouvent à proximité sont éclaboussées. Mais il n'y avait pas de telle projection de sang au sous-sol. Cela signifie que Christine n'a pas été tuée au sous-sol où elle a été retrouvée. Dans la cuisine, les enquêteurs trouvent de minuscules gouttes de sang sur les pieds et l'assise d'une chaise. Elle a pu être agressée alors qu'elle déjeunait. On était à peu près sûr que sa tête avait heurté violemment une surface tranchante, comme le rebord d'une table en bois. Et justement, au centre de la scène de crime, il y avait bien en évidence la table de la cuisine. La table reposait sur des pieds qui étaient reliés par une sorte de barre transversale, une sorte de poutre, sur laquelle s'appuyait aussi la table. Sa tête avait dû être cognée contre cette poutre parce que sa forme ressemblait à l'objet qu'on recherchait. La pièce est aspergée de luminol. Ce que révèle le produit est inattendu. Les techniciens de la scène de crime n'en croient pas leurs yeux. Ça s'est mis à briller comme des guirlandes de Noël. C'était incroyable. On trouve une grande quantité de sang sur la chaise de la cuisine. L'un des murs de la cuisine présente également des traces d'une lutte violente. Le luminol révèle aussi que Christine s'est retrouvée étendue dans une mare de sang entre la cuisine et le sous-sol. Il y avait des empreintes de chaussures autour de la porte de la cuisine. Il ne fait aucun doute qu'après avoir été agressée, Christine a été traînée dans les escaliers menant au sous-sol. Il était évident qu'un crime extrêmement violent s'était produit dans cette maison. Et il a été suivi d'un nettoyage méticuleux. À l'œil nu, on ne voyait rien du tout. Tout avait été nettoyé à fond. Mais pourquoi l'assassin de Christine a-t-il passé autant de temps à effacer les traces de son crime? Ça allait être un casse-tête. Un meurtre sordide dans un endroit tranquille. L'enquête s'annonçait difficile.
À Palo Alto, les habitants ont du mal à croire que quelqu'un ait voulu faire du mal à Christine Fitzhugh. Apparemment, elle n'avait aucun ennemi et tout semblait aller parfaitement bien dans son mariage. Le couple avait hérité d'une grosse somme d'argent de la famille de Ken et apparemment, il n'avait pas de problème financier. À l'époque où les Fitzhugh se sont installés à Palo Alto, ils avaient 2 millions de dollars sur leur compte en banque. Pourtant, les enquêteurs découvrent des choses étonnantes sur leur situation financière. À cause d'investissements risqués et de dépenses excessives, les Fitzhugh étaient pratiquement ruinés. Ils avaient de gros problèmes d'argent. Ils n'allaient pas pouvoir rembourser leur crédit et ça allait bientôt se savoir. Leur fortune était en train de s'écrouler à l'époque du meurtre. La plus proche amie de la victime dit à la police que le stress causé par cette situation avait des conséquences sur leur couple. Christine pensait à quitter son mari et à récupérer la moitié de la maison pour qu'ils aient des vies totalement séparées. Elle avait dit « On va vendre la maison, tu auras la moitié et moi l'autre ». Mais un autre élément préoccupe les enquêteurs. À l'étage, il y avait une grande photo. On y voyait la victime avec son mari et ses enfants. Hé, lieutenant! Qu'est-ce qu'il y a? Regardez ça. Il ressemble pas du tout à son frère. J'ai dit à mon supérieur, l'un des enfants ne ressemble ni à son frère, ni à ses parents. Il y a un truc qui cloche. Dans la plupart des familles apparemment stables et heureuses, se cachent de terribles secrets, des secrets indécents, des secrets inavouables. Ainsi, si les Fitzhugh affichaient les signes extérieurs d'une apparente prospérité, vivaient-ils avec une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête? Leur belle fortune avait fondu et leur faillite personnelle était imminente. Est-ce la cause du drame? À moins qu'il ne faille chercher ailleurs une autre explication. En interrogeant Ken Fitzhugh, les policiers remarquent qu'il parle de l'un de ses fils d'une étrange manière, de celui qui, sur une photo, ne ressemble pas aux autres membres de la famille. Son fils aîné allait recevoir son diplôme dans 2 semaines. Elle voulait y assister. C'est vraiment triste. Vous avez dit son fils? C'est pas le vôtre aussi? Si, c'est notre fils. Une enquête plus poussée apporte l'explication à ce lapsus. Ken et Christine se sont mariés en 1970. Peu de temps après, Ken est devenu ami avec l'un de ses collègues, Bob Brown. Dans les années 60, il travaillait dans une société aérospatiale de San Diego. Ils se sont mis à passer beaucoup de temps tous les trois. C'était un peu comme si Robert Brown faisait partie de la famille. Et sa relation avec Christine devient plus intime. Il avait une liaison avec Christine. D'après ce qu'il a dit, elle était en manque d'affection. En plus, leur relation a duré pendant plusieurs années. Christine tombe enceinte et donne naissance à son premier enfant, Justin. Selon les renseignements qu'a recueillis la police, Robert Brown serait son père biologique. Robert est resté leur ami. En fait, il était même le parrain de Justin. Pour confirmer cette histoire, les enquêteurs se mettent à la recherche de Robert Brown. On l'a retrouvé et il nous a dit « Oui, je suis le père de son fils aîné ». On lui a fait faire un test ADN qui a permis de confirmer sa paternité. Justin a maintenant grandi et sa mère a décidé qu'il était temps de lui dire la vérité. Justin finissait le lycée. Il allait être diplômé et Christine voulait que son vrai père assiste à sa remise de diplôme. Ce qui allait se passer, c'est que Christine allait révéler ce jour-là à tout le monde que Robert Brown était en réalité son père et pas Ken Fitzhugh. Ken déclare qu'il ne savait pas que Justin n'était pas son fils biologique. Bien sûr, on lui a posé la question. Et il a dit qu'il n'était pas du tout au courant. Ses amis non plus ne semblaient pas le savoir. Pareil pour le fils.
Ken devait être au courant de l'ancienne liaison de sa femme et il savait qui était le père biologique de Justine. Christine n'aurait jamais envisagé de dire à Justine que Robert Brown était son père sans que son mari ne soit déjà au courant. Elle lui a certainement dit qu'elle allait le dire à son fils. La police n'a pas dit à Ken que l'autopsie de sa femme a révélé qu'elle avait été assassinée. Ken continue de penser que sa mort va être traitée comme un accident. Durant son interrogatoire, Ken a du mal à jouer le veuf éploré. J'ai dû lui dire au moins 6 fois de se débarrasser de ses chaussures noires. Et là, elle a acheté les mêmes en rouge. Elle s'est habillée, elle a dit « De quoi j'ai l'air ?» Je lui ai répondu « Superbe, sauf que tu ne devrais pas mettre ces fichues chaussures. » Et on les a retrouvées dans l'escalier. Il jouait très mal son rôle parce qu'il en faisait trop. Et quand j'ai vu les chaussures, c'est foutu, chaussures noires! Il a joué la comédie pendant toute cette journée. Mais c'est seulement l'opinion de la police. Elle n'a aucune preuve pour le moment. De plus, Ken ne s'est jamais montré violent avec quiconque. Les gens l'ont soutenu et ont fait des déclarations publiques en sa faveur. Personne ne pensait qu'il était capable de faire une chose pareille. Ça n'était pas possible que Ken Fitzhugh soit suspect dans une affaire de meurtre. Si la police ne trouve pas de preuves pour relier Ken à la scène de crime, un jury risque de ne pas croire non plus à sa culpabilité. Ken Fitzhugh a-t-il assassiné sa femme parce qu'elle l'avait trompé avec son meilleur ami et qu'un enfant était né de cette relation adultérine? Bien que cette hypothèse constitue un mobile, les preuves médico-légales recueillies sur la scène de crime ne permettent en aucun cas de l'affirmer. Et puis, pour quelle raison Fitzhugh aurait-il supporté cette situation humiliante pendant près de 20 ans sans réagir? S'il avait un doute, pourquoi n'a-t-il pas exigé un test ADN de recherche de paternité et, le cas échéant, engagé une procédure de divorce? Pour trouver des réponses à ces questions et sortir de l'impasse, les policiers obtiennent un mandat pour perquisitionner son véhicule. Et les indices qu'ils découvrent relancent complètement l'enquête. On a découvert des chaussures et un t-shirt plein de sang sous le siège passager de sa voiture. Ils trouvent également une serviette en papier ensanglantée. L'ADN correspond à celui de Christine. Mais Ken a une explication très simple. Il a dit que ce sang était arrivé là après un accident de jardinage. Christine et lui étaient dans le jardin la semaine précédente et elle s'est blessée à la main sur un outil. Le corps de Christine repose toujours à la morgue. Les enquêteurs demandent au médecin légiste d'examiner ses mains. Il n'y avait aucune blessure sur ses mains. Et même s'il n'y a pas de sang sur les semelles des chaussures de Ken, le luminol indique très clairement que Ken a marché dans le sang de sa femme dans la cuisine. Les empreintes de semelles révélées par le luminol correspondaient à celles des chaussures retrouvées dans la voiture de Ken Fitzhugh. Les taches de sang retrouvées sur le t-shirt et les chaussures de Ken ont été projetées à vitesse moyenne. Cela contredit totalement la version de Ken. Les gouttes sont cohérentes avec le fait qu'il devait se trouver près de l'endroit d'où a jailli le sang pendant l'agression. Encore plus incriminant, le sang retrouvé sur les chaussures de Ken a été dilué. Cela corrobore le fait qu'il a utilisé de l'eau pour nettoyer la scène de crime. Le sang dilué est souvent facile à reconnaître parce qu'il sèche, et le bord de la tache est plus sombre que le centre. Et où Ken se trouvait-il entre 12h20 et 13h40, au moment où sa femme s'est fait tuer?
Monsieur Fitzhugh a dit qu'il était parti de chez lui vers 11h30 pour se rendre en voiture à Belmont, qui se trouve à 40 minutes de route de son domicile. Il devait visiter une maison vide. Mais personne ne l'a vu là-bas, et son relevé téléphonique montre qu'il n'était pas à Belmont lorsque l'école l'a appelé. Son alibi ne tenait plus la route. En fait, il se trouvait dans la zone de Palo Alto quand il a reçu ce coup de fil. Le procureur pense qu'il a tué sa femme à cause des secrets qu'il y avait dans leur famille. Il ne voulait pas divorcer. Il ne voulait pas que les gens apprennent qu'il n'était pas le père biologique de son fils aîné, ni qu'il serait bientôt ruiné. C'est comme si une horloge avait explosé et que tous les ressorts, les leviers et les rouages qui avaient été montés si méticuleusement à l'intérieur s'étaient dispersés partout. 2 semaines après le meurtre de sa femme, Ken est arrêté. Selon le procureur, les preuves attestent que Ken a planifié la mort de sa femme. Ken s'est garé non loin de chez lui. Il a trouvé Christine dans la cuisine en train de déjeuner. C'est à ce moment-là qu'il l'a agressée. Le sang a éclaboussé son t-shirt, ses chaussures, la chaise, le sol et les murs. L'autopsie montre également que Ken a étranglé sa femme. Il a voulu faire croire à un accident. C'est pour cette raison qu'il a traîné le corps de Christine jusqu'en bas de l'escalier, laissant ainsi du sang sur toutes les marches. Lorsqu'il a nettoyé, il a mis de l'eau sur ses chaussures, ce qui a dilué le sang, ce qui prouve qu'il se trouvait sur la scène de crime. Ensuite, il a placé les chaussures de Christine sur les marches pour appuyer le fait qu'elle avait trébuché. Ken a rangé ses chaussures et son t-shirt plein de sang dans sa voiture. Il n'imaginait pas que la police fouillerait son véhicule puisque le décès de sa femme était considéré comme un accident. Il a utilisé 2 de ses collègues pour lui servir d'alibi, mais il a pris du retard car il ne pensait pas que nettoyer sa maison prendrait autant de temps. Le relevé de ses appels montre qu'il se trouvait à Palo Alto lorsque l'école l'a appelé pour lui signaler l'absence de sa femme. Tous les policiers s'accordent à dire que Ken a fait un travail remarquable en nettoyant la scène de crime, mais il n'a pas réussi à tout enlever et le luminol l'a trahi. L'autopsie de son épouse ne laisse subsister aucun doute. Ken est un meurtrier. Il s'est dit qu'il allait faire passer ça pour un accident et que personne ne croirait qu'il ait pu la tuer. Un cambrioleur n'aurait pas pris le temps de déplacer le corps, puis de sortir le balai et ensuite de lessiver les sols, comme ça a été fait dans cette affaire. Qui penserait à faire ce genre de choses? Qui serait obligé de le faire? Eh bien, c'est Ken. 1 an après les faits, Ken Fitzhugh est reconnu coupable de meurtre et condamné à une peine de 50 ans de prison. Il continue de clamer son innocence, mais les preuves scientifiques ne laissent subsister aucun doute sur sa culpabilité. Grâce au luminol, on savait que le sang avait été nettoyé. Et de plus, le suspect avait menti sur l'endroit où il se trouvait. Toutes les preuves le désignaient. On ne sait jamais ce qui se passe vraiment chez les gens. On ne connaît jamais réellement leur vie privée. En fait, ils portent un masque. On dirait des gens bien, mais quand on gratte un peu sous la surface, on découvre parfois des choses pas très jolies. Lors du procès, Robert Brown, l'ancien ami de la famille et le père de Justin, le fils aîné de Christine Fitzhugh, a dû révéler au grand jour sa véritable personnalité et son parcours chaotique. Avocat, radié du barreau, Brown avait eu à répondre de différents délits, dont des vols de voitures. Son addiction aux drogues et à l'alcool avait achevé de le marginaliser. Il n'ignorait pas pour autant être le père biologique du premier enfant de Christine, puisqu'il avait exigé qu'elle se soumette à des tests d'ADN pour en avoir confirmation.
Vivotant ensuite au crochet du couple, en cure de désintoxication et rechute, l'avocat déchu avait continué de tromper la confiance de son meilleur ami. Mais pour quelle raison Kenneth Fitzhugh a-t-il décidé de tuer sa femme à un moment précis plutôt qu'à un autre? Pourquoi a-t-il attendu 20 ans pour se venger de la plus violente façon de celle qu'il avait trahie? L'assassin ne s'en est jamais expliqué. Le procureur a estimé que la menace de faillite imminente du couple a été l'élément déclencheur du drame, la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Vraisemblablement, la famille Fitzhugh vivait dans le déni depuis de nombreuses années. La rancœur s'était accumulée au point de devenir insupportable. Et un beau jour, sans signe annonciateur, l'homme bafoué était passé à l'acte.